Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui un tutoriel qui fait un peu suite au tutoriel de la semaine dernière. Donc des expressos et Thinking Particle. J'avais mis une petite vidéo sur la chaîne pour montrer l'effet qu'on va réaliser maintenant. C'est-à-dire la collision de deux éléments. Et au moment où ces deux éléments entrent en collision, il y a des particules, thinking particules, qui sont émises depuis le polygone où il y a eu cette collision. C'est quelque chose qui n'est pas très difficile à faire, mais l'expresso qui est utilisé ici prend beaucoup de place, il est un petit peu plus long que ce qu'on a vu jusqu'ici, enfin plutôt comme celui de la semaine dernière. Il y a un petit peu de Coffee dedans. Coffee, c'est un langage de programmation qui est intégré dans Cinema 4D, qui ressemble un peu au C. On n'aura pas à taper de lignes de commande, enfin, ou peut-être, non, je pense pas, parce que c'est déjà fait dans Cinema 4D. Il y a des presets comme ce qu'on a dans la médiathèque de Cinema 4D. On a aussi des presets dans Expresso avec des choses déjà faites, et c'est ce qu'on utilisera. Mais bon, on verra un petit peu comment ça fonctionne. Il y aura surtout dans Expresso un moment, on utilise 5 nœuds particuliers qui sont un petit peu plus denses que les autres, et sont un peu plus difficiles à comprendre. Je vais essayer de m'arranger pour que ça reste assez clair. Ça le sera sans doute pas forcément, mais on verra ce que ça donne. Donc on va faire en sorte de tester la collision de deux objets et de générer des particules au moment de cette collision. Donc on a besoin de deux objets. Je vais mettre deux sphères dans ma scène. Une sphère que je vais diminuer en fait ici le nombre de segments à 12 afin de la simplifier pour que ce soit plus clair, plus facile à comprendre. Je vais passer ici en affichage, ombrage de Gouraud plus ligne pour avoir les lignes. Parfait. Et je vais retirer la grille. Voilà. On a besoin d'une deuxième sphère. Voilà. Que je vais appeler collisionneur. Totalement arbitrairement. Hein. Et je vais la faire toute petite, 10 cm. C'est l'élément qui entrera en contact avec la sphère principale. Expresso n'a pas de problème avec les objets Cinema 4D, qu'ils soient paramétriques ou polygonaux. Seulement, Thinking Particle, lui, va fonctionner qu'avec des éléments, des formes de polygones, des éléments polygonaux. Donc ces deux éléments paramétriques qui sont des sphères, je dois les transformer en objets polygonal. Et donc je les sélectionne et ici, cette petite icône autoriser les modifications, je clique dessus. Ou alors c'est la touche C qui revient au même. Donc maintenant ici j'ai des petites icônes de triangles qui correspondent à l'icône des polygones. Et là je peux utiliser ces éléments avec Thinking Particle sans problème. Je vais avoir besoin d'Expresso, donc je vais mettre mon Expresso quelque part, je vais la mettre sur un neutre. Mon tag Expresso, je vais le mettre sur un neutre, donc j'ajoute un neutre à ma scène que je vais appeler Expresso et TP. On peut l'appeler ça comme on veut, hein, c'est pas gênant. Même le tag Expresso, on peut le mettre sur n'importe quel objet dans la scène, mais c'est plus propre de le mettre sur un neutre que l'on met au début de la hiérarchie. Donc ici, clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On a créé des sphères et un tag Expresso pour avoir donc la possibilité de mettre ici de l'Expresso. Je ferme ça pour le moment. On a besoin donc de tester le moment où ces deux éléments entrent en contact. Et quand ces deux éléments entrent en contact, que l'on ait des particules qui soient émises depuis le polygone d'impact. Donc je vais avoir besoin d'un générateur de particules. Pour ça, je vais prendre un autre objet neutre que je vais appeler émetteur. Émetteur, voilà. Et donc un générateur de particules qu'on trouvera dans Expresso. Donc j'ouvre mon Expresso. Je fais glisser dedans les deux sphères. Voilà. Et l'émetteur, le neutre émetteur, ici. Je vais avoir besoin de quoi? De quelque chose qui génère des particules. Donc je vais prendre ici dans Thinking Particle TP générateur. Ici un P orage. La semaine dernière on a vu l'onde de matière.
pour émettre des particules à partir d'un élément, d'un objet, mais ça ne fonctionnera pas aussi bien que ce que je veux faire, donc je vais prendre plutôt un péorage qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je l'ajoute à mon expresso. Je veux forcément ajouter des effets sur ce péorage, donc sur ces particules. Donc ici, j'ai besoin aussi dans TP standard d'un P-group. Voilà. Alors faites attention, ne confondez pas le P-group qu'il y a dans TP standard avec le P-group qu'il y a dans TP assistant. C'est tous les deux le même nom, P-group, mais ce n'est pas la même utilité. Donc prenez pas celui du TP assistant, prenez celui du TP standard. Pas faire d'erreur. J'ai besoin aussi ici, dans TP initiateur, d'un P-conduit. Voilà. Et forcément, j'ai besoin de définir un groupe de particules. Donc je vais dans Objet, Thinking Particle, paramètres de Thinking Particle. Si vous êtes dans la version 12 ou 13 ou 14, vous le trouverez dans Simulation Thinking Particle. Ici, sur Global, clic droit, Ajouter. Et ici, je change ça en orange. Donc ici, orange. Je mets orange juste pour que ce soit plus pratique, hein. Je mets une couleur orange, voilà, comme ça, pour que ça soit bien visible et puis que ça soit facile à repérer en fait dans l'Expresso et dans l'éditeur. Ce groupe orange, je le fais glisser ici sur le P-group et ici sur le P-conduit. Cette fenêtre-là, je peux la fermer pour le moment. On va relier un petit peu les choses. Donc ici, mon péorage. Position de l'émetteur, ça se relie à la position globale de l'émetteur ici. Coordonnées, position globale, position globale. Le P-group ici se relie à la naissance des particules ici. Et ici, j'ai besoin forcément de l'alignement de l'émetteur, du péorage. Et jusqu'ici, on a vu qu'on l'attachait au neutre, à la matrice globale du neutre. Je vais pas faire ça parce que ici je veux pas qu'il soit attaché à la matrice globale du neutre, je veux l'attacher en fait au polygone sur lequel il y aura la collision des deux éléments du collisionneur et de la sphère. Donc il va falloir que je fasse des petites choses avant. Il faut que je teste en fait maintenant à quel moment ces deux éléments entrent en contact. On a vu la semaine dernière qu'ici dans Expresso, on avait un nœud. Dans Généralité, on avait un nœud collision qui permettait justement de faire ça. Je l'ajoute à mon Expresso, voilà. J'ai besoin de deux objets, les voilà. Donc objet 1, ça va être le collisionneur. Et l'objet 2, ça va être la sphère. Quand ces deux éléments seront en contact, ici, collision, il y aura un signal 1 qui va sortir. Et quand ces deux éléments ne sont pas en collision, ici j'ai un signal 0. Ça va me permettre d'activer ou non le péorage. Ici dans le péorage, le petit carré bleu, je vais aller chercher activer. J'ajoute le peur activé que je mets tout en haut. Voilà. La collision, je la rattache à activer. Activer prend deux valeurs, soit 0, soit 1. C'est-à-dire si c'est 0, le péorage ne génère pas de particules. Si c'est 1, le péorage génère des particules. Donc, comme ici j'ai 0 ou 1 qui sort, quand les deux éléments là vont rentrer en contact, la collision va lancer ici un numéro 1 qui arrivera ici et qui dira au péorage émet des particules. Donc l'émission des particules aura lieu uniquement au moment de la collision de ces deux éléments. Si je fais ça, hein, et puis que là je fais une lecture et que je fais entrer en contact, je vais mettre 500 frames, histoire qu'on voie quelque chose, voilà. Je fais entrer en contact les deux éléments, il y a effectivement des particules qui sont émises. Seulement les particules sont émises du centre de la scène et non pas de la partie qui est entrée en contact. Donc il y a encore des choses à faire. Ici, il faut que je dise au péorage et à l'émetteur de se placer et de s'orienter de la même façon que le polygone où il y a eu la collision. Donc ici, il faut que je retrouve quel est le polygone qui a subi cette collision. C'est assez simple.
ici dans Généralité, dans les expressos, j'ai polygone. J'ai un nœud polygone, je l'ajoute à mon expresso. Je peux entrer ici deux choses. L'indice du polygone et l'objet auquel appartient le polygone. L'objet auquel appartient le polygone, ça sera la sphère. Donc ici, objet, je le rattache ici à la sphère. Ça sera un polygone de cette grande sphère-là, la sphère du centre de la scène. C'est un de ces polygones-là. Quel polygone aussi? Ici, il me demande un indice de polygone, c'est-à-dire un numéro de polygone. Chaque polygone a un numéro. Et donc j'ai besoin de savoir quel polygone est entré en contact. Ici, quel polygone a reçu l'impact. Ici, le nœud expresso, sur le petit carré rouge, je peux justement ici avoir indice de polygone 1, indice de polygone 2. Indice de polygone 1 m'indique le numéro du polygone qui a eu l'impact sur l'objet numéro 1, c'est-à-dire ici le collisionneur qui est rattaché à l'objet 1. Et indice de polygone 2, c'est le numéro du polygone qui a eu l'impact et qui appartient à l'objet 2. Ici, c'est la sphère. Donc j'ai besoin de indice de polygone 2. Je l'ajoute. Et donc cet indice de polygone, je le relie ici à l'indice du polygone du nœud polygone. Voilà. J'espère que tout le monde suit là. Je vais sûrement perdre du monde en route à l'heure. Parce que ce qui suit après est un peu plus dense. Ici, j'ai donc le polygone, je sais quel polygone prend l'impact. C'est bon. Ici, le petit carré rouge, je peux aller chercher ici, centre du polygone, c'est les coordonnées du polygone, du point central du polygone. Et je peux aussi aller chercher ici normale du polygone. La normale du polygone, c'est l'orientation du polygone. C'est-à-dire que chaque polygone dans Cinema 4D, dans tous les softwares de 3D, possède un devant et un derrière. Il y a un dessus, un dessous, il y a deux faces, forcément, c'est un polygone. Et donc il y a toujours une face qui est derrière et une face qui est dessus. Et la normale du polygone permet d'indiquer quelle face est le dessus, quelle face est le dessous. Et cette normale, c'est un vecteur. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Ceux qui font des maths connaîtront ça. Les autres, vous avez juste à savoir que c'est un vecteur. Ça s'appelle comme ça. Donc là, je peux connaître les coordonnées du polygone et ici son orientation. C'est super parce que là, pour mon péorage, j'ai la position de l'émetteur et l'alignement de l'émetteur. L'alignement de l'émetteur, c'est son orientation. Ah, ça, c'est pratique. Alors, ici, la position de l'émetteur, je l'ai rattachée à cet élément ici, à ce neutre. Donc, je vais faire pareil. Ici, je vais mettre ici coordonnées, position globale. Et puis, je vais faire ici matrice globale, voilà. Donc ici, c'est la position de l'émetteur. Je le relie au centre du polygone. Et ici, matrice globale, l'idéal, ça serait de le rattacher à la normale du polygone. Vu que là, c'est l'orientation du polygone, et là, c'est l'orientation de l'émetteur. Faudrait que je fasse ça. Seulement, si je fais ça, on voit que la ligne, elle est grise. Et si je relâche, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que là, il y a un problème de conversion. Ici, matrice globale, si je fais un clic droit information sur le peur, c'est un type matrice. Et ici, alignement de l'émetteur du peurage, information sur le peur, c'est un type matrice. Et ici, normale du polygone, clic droit information sur le peur, c'est un type vecteur. Donc il faut une conversion ici entre la normale du polygone, qui est un vecteur, en ici matrice globale et alignement de l'émetteur, qui sont des matrices. Comment je peux faire ça? Dans Expresso, ici, j'ai des petites choses. Par exemple, j'ai dans adaptateur, ici j'ai matrice vers vecteur, matrice sans S vers vecteur avec un S. Si j'utilise ça, ça ne marchera pas. Ici, vecteur vers matrice, qui serait bien, mais ça serait super. Mais là, je peux pas. Je peux pas utiliser ça parce que ici, on voit que c'est vecteur avec un S. Et là, le normal du polygone, c'est juste un vecteur. C'est-à-dire que là, je ne peux pas rattacher la normale du polygone à ce nœud-là.
c'est pas possible, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas pour notre cas. On l'utilisera ce nœud, mais plus tard. La normale du polygone, il faut que d'abord je la transforme en matrice toute simple. Et ensuite, cette matrice, il faut que je la retransforme en vecteur avec un S. Donc en 3 vecteurs. CinemaKD, il n'y a pas de nœud pour faire ça. Ici, dans l'adaptateur, il n'y a pas vecteur sans S vers matrice, il n'y a pas. Il y a vecteur avec un S vers matrice. Heureusement, on a dans CinemaKD un langage de programmation, c'est le Coffee. Le Coffee qui est proche du C, qui permet de créer nos propres nœuds. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai Coffee, un nœud Coffee dans le calculé, je peux l'ajouter. Et si je le sélectionne, ici, on peut taper du code. Et ce code source permet de créer des nœuds nouveaux qui n'ont pas été prévus par le logiciel. Donc on peut utiliser ça. On va le faire. Mais alors seulement on ne va pas s'embêter à taper le code parce que CinemaKD, enfin Maxon, ils ont été très intelligents. Ils ont, comme pour la médiathèque, dans les autres parties de CinemaKD, les textures, tout ça que vous pouvez avoir dans la médiathèque, ils ont préparé des trucs déjà tout faits. Donc ici, je vais le fermer, ce nœud-là. Je vais le retirer. Et ici, je vais tout fermer. On a opérateur système avec tout dedans. On a paramètres système. Et ici, on a système preset. Et c'est ça. C'est un peu l'équivalent à la médiathèque, mais pour Expresso, on l'ouvre. Et ici, on a donc des trucs déjà faits. On a des trucs pour faire des rotations, contrôler le temps, etc. Et ici, dans Matrix, on a ici global vecteur, local point, global point. Ces deux éléments-là, c'est ce qui va nous servir justement à pallier le manque qu'il y a eu dans Expresso. Ça, ce sont des nœuds Coffee, hein, c'est du code source. Donc je vais les ajouter tous les deux parce que j'en ai avoir besoin tous les deux. Je vais avoir besoin du global point, donc je l'ajoute, et du global vecteur, donc je l'ajoute aussi. Si je les sélectionne, on peut voir que ici, en effet, c'est un opérateur Coffee, donc c'est bien un nœud Coffee comme celui que j'ai montré juste avant, avec ici du code source déjà tapé, donc il ne faut pas y toucher. Il indique juste qu'une variable qu'il appelle OV, c'est global matrix, donc c'est celle qui rentre ici dans global matrix. Il la transforme en local point, voilà, avec le local point, pour obtenir ici un global point, etc. Et puis donc celui-là, c'est ce code-là, et global vector ici, c'est ce code-là, qui est un petit peu différent, mais vous voyez, il y a deux codes sources qui sont rentrés dans ces nœuds Coffee. Donc ces nœuds Coffee, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour justement préparer ma conversion de la normale du polygone, qui est un vecteur simple, vers une matrice, enfin vers d'abord plusieurs vecteurs, puis vers une matrice. Et c'est là que ça devient dense. Donc, je vais mettre ça comme ça, et je vais essayer d'être clair. En fait, je vous conseille surtout de refaire la même chose. Mais on va essayer quand même d'être clair. Donc, ici, on va d'abord prendre global point. Le premier, celui qui est ici. Global point me demande ici en entrée un local point et un global matrix. C'est-à-dire un point local et une matrice globale. Le point local, ça va nous servir à transformer donc notre normale en alignement d'émetteur. Le point normal, c'est le centre du polygone, le centre de notre polygone. Donc ici, je rattache centre du polygone à local point. Ici, donc, on récupère le point du polygone, mais il faut indiquer de quel polygone, de quel objet appartient ce polygone. C'est-à-dire qu'ici, global matrice, ce petit nœud ici, Coffee, a besoin des coordonnées, pas des coordonnées, de l'orientation de la matrice globale de l'objet auquel appartient ce polygone. Donc il a besoin ici, à sphère, j'ajoute matrice globale, et j'ai besoin de rattacher ici matrice globale de la sphère à global matrix du global point. Comme ça. Je fais attention de ne pas faire d'erreur parce que c'est vite fait une erreur. Voilà, donc ça, comme ça. Et ce nœud-là va me sortir ici un point global. Ici,
global vector. On reviendra un peu après sur le point global parce qu'on va s'en servir après. Global vector me demande deux choses. Un vecteur local, donc là c'est un vecteur, seulement un vecteur sans S, et une matrice globale. Donc le vecteur sans S, c'est la normale du polygone que j'ai justement besoin de convertir. Et donc ici, la matrice globale, bah, c'est celle de la sphère. Voilà. Donc j'obtiens ça. On va essayer de faire en sorte que ce soit assez clair. Comme ça peut-être. Ça prend de la place. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai ressorti un point global et un vecteur global. C'est le point du polygone et le vecteur du polygone. Ces deux éléments vont me permettre de calculer la matrice de la normale du polygone, la matrice du polygone. Je vais retourner ici dans opérateur système, expresso. Ensuite dans, que je ne me trompe pas, adaptateur. Voilà. Vecteur. Non, c'est pas dans l'adaptateur, c'est dans... voilà, c'est dans calculer, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ici, vecteur sans S vers matrice. Je l'ajoute. En entrée, il me demande donc un vecteur. Alors, on n'aurait pas pu l'attacher directement au polygone. Hein. Ici, il me demande un vecteur, c'est le global vecteur qui est ici. Voilà. Ça me permet de transformer mon vecteur global ici en matrice. Je sélectionne ce nœud et ici dans ses propriétés j'ai fonction axe Z. C'est assez important, ça dépendra en fait de l'orientation de votre émetteur, mais là je laisse en axe Z. Ici donc j'ai une matrice qui sort. J'ai besoin de transformer cette matrice en vecteur avec un S. Je vais ici dans adaptateur, vecteur, non matrice avec vers vecteur avec un S. Voilà. Ici, j'ai besoin d'une matrice, c'est celle-là. Je rattache. Et j'obtiens ici trois vecteurs, vecteur 1, vecteur 2, vecteur 3. Ces trois vecteurs, j'ai besoin de les recombiner pour obtenir une matrice qui est rattachée en fait au centre du polygone. Donc, je prends ici vecteur avec un S vers matrice. Je l'ajoute. Je relie vecteur 3 ici à vecteur 3, vecteur 2 à vecteur 2, vecteur 1 à vecteur 1. Et ici, dans décalage, j'indique le global point que j'ai ici calculé avec ce nœud. Donc voilà, ça, ces 5 nœuds-là permettent de convertir la normale du polygone avec son centre en matrice ici que je peux utiliser avec soit l'alignement de l'émetteur, soit ici la matrice globale de mon neutre. Alors je vais le faire. Ici matrice, je vais le relier à la matrice globale du neutre et je vais aussi le relier à l'alignement de l'émetteur. Là ça fonctionne. Je mettrai l'expresso complet sur le blog pour que ça soit plus simple à lire. Parce que là, c'est quand même assez dense. Hein. Alors, je vérifie que le code source est bon ici, qu'il n'y a pas eu, que j'ai pas d'erreur, parce que ça peut arriver. Hein. Là, normalement, c'est bon. Local point, oui. Et ici, global vecteur. Local vecteur, ici. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai mon expresso qui est fait. Je vais aller voir mon animation. Je vais lancer l'animation. Voilà. Et je vais faire entrer en contact les deux éléments. Là, on a un petit souci. Les deux éléments entrent bien en contact. Mais l'émission de particules a lieu ici. Donc il y a un problème. On revient un peu sur l'expresso et on va regarder ce qui fait ça. Ici,
on a mis collision. Et on n'a rien touché d'autre. Alors qu'ici, il y a des paramètres qui sont très utiles. La collision dans Cinema 4D, par défaut, Cinema 4D va convertir tous les objets en boîte, en cubes. Parce que c'est plus simple à calculer que des formes polygonales. Donc il transforme ça en cube et il dit voilà, c'est pas une sphère, c'est un cube, et quand ces deux cubes rentrent en contact, ça donne ça. Donc c'est pas très précis parce que en fait tous les arrondis ici ne comptent pas, ils sont compris dans des cubes. Je sélectionne ici l'objet collision et ici dans ces paramètres, type de collision, je vais changer boîte en objet. En faisant ça, j'augmente la précision de Cinema 4D. C'est-à-dire que Cinema 4D va considérer non plus les éléments comme des cubes, comme des boîtes, mais comme les objets polygonaux qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte tous les polygones de l'objet. Si je fais ça, et que là je fais une lecture, ça rentre en contact. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La collision a effectivement lieu entre les deux éléments, et les particules sont effectivement émises depuis le polygone où il y a eu cette collision. Si je déplace la collision sur le côté, ici, on voit que les particules sont maintenant émises depuis ce polygone-là. Si je déplace cet élément-là, ici, on voit que la collision a effectivement lieu ici, et que les particules vont bien vers l'extérieur, ils suivent bien la normale du polygone. Donc là, c'est parfait. Ça fonctionne. Maintenant, on va rendre ça un petit peu mieux. Alors, comment on peut rendre ça mieux? Je retourne ici dans mon Expresso. Je vais refermer un peu tout ça, voilà. Ici, il y a un P conduit qu'on n'a pas encore utilisé et le P orage qu'on n'a pas encore paramétré. Donc, je vais aller d'abord sur le P orage, je le sélectionne. Et dans ses propriétés, ici, je vais changer plein de choses. Enfin, plein de choses. On va changer des choses pour rendre ça mieux. Par défaut, il est sur quantité maximum avec 100 particules. Moi, je vais demander à avoir beaucoup plus de particules. Donc ici, je vais mettre en taux par image. Je vais arrêter mon animation par contre. J'ai pas mis stop. Voilà. Donc ici, taux par image. Donc à chaque image, je veux émettre tant de particules. Et ici, je vais lui demander d'en émettre 100. 100 particules à chaque image de mon animation. La durée de vie des particules, on va baisser ça. On va baisser ça de beaucoup. On va mettre 30 pour le moment. Et encore, c'est beaucoup, je crois. On va plutôt mettre 10. On va voir ce que ça donne. Vitesse, tout ça, je ne change pas. La taille, je n'y touche pas pour le moment. Ici, l'angle. L'angle, c'est, je vous rappelle, l'angle sur lequel les particules sont émises. L'angle X et l'angle Y. Alors ici, on va s'arranger pour que ça fasse une demi-sphère. Donc, on va mettre 180. 180 en X et 180 en Y. Ça fera une demi-sphère, une explosion en demi-sphère. Taille X, taille Y, c'est la dimension de l'émetteur. Ici, on va faire un truc tout petit, on va juste mettre 10. 10, c'est 10. Voyons ce que ça donne. Ici, voilà, on a une petite, comme ça, une petite hémisphère qui est générée à partir du moment où il y a un contact. Voilà. Voilà, voilà. Et quand il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'émission de particules. Bon, j'augmenterai un peu la vie des particules pour qu'on les voie un peu mieux. On va d'ailleurs le faire tout de suite, on va mettre 20. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, 20, ça fait un peu plus. Ici, c'est un peu trop régulier l'arrondi. Donc ici, variation de durée de vie, je vais mettre 20%. Voilà, comme ça, là, on a quelque chose de moins régulier. Ça fait un petit peu mieux. Alors forcément, après, c'est à vous de régler comme vous voulez. On va ajouter un petit peu d'effet en plus là-dessus. C'est-à-dire qu'ici, dans mon Expresso, j'ai mes particules qui appartiennent au P-groupe orange. Donc là, j'ai un P conduit orange. Donc je peux y ajouter des effets. On va ajouter comme effet, dans TP dynamique, un P-bulle. Voilà, j'aime bien le P-bulle. Juste à l'ajouter, comme ça. Et puis un peu de gravité. Alors pour mettre de la gravité, je vous rappelle, on met un objet neutre, qu'on appelle comme on veut, mais c'est mieux de l'appeler gravité, histoire que ça soit plus facile à retrouver. Gravité, je vais la mettre tout à la fin. Cette gravité, il faut que je la rattache ici à un P gravité. Donc ici je prends dans TP dynamique P gravité, je le fais glisser sur mon Expresso.
Dans le P-gravité ici, je fais glisser mon objet neutre P-gravité. Je rattache ici le P-gravité au P-conduit orange. Voilà. Et ici, dans ma scène, l'élément P-gravité qui est ici, qui ressemble à ça, je lui indique en fait le sens de la gravité. Alors on va demander à ce que la gravité aille vers le bas. Donc je mets la flèche vers le bas. Voilà. Et forcément, ici, dans l'Expresso, on peut sélectionner le P-gravité et changer les paramètres. Et pareil pour le P-bulle. Alors, dans les paramètres du P-gravité, intensité, je vais mettre 150. Et dans les paramètres du P-bulle, ici, je vais diminuer à 50. Ici, je vais mettre 20. Ici, je vais mettre 20. Voilà, les réglages que j'ai l'habitude. On fait un petit rendu, enfin une petite lecture, et voilà ce qu'on obtient. Ici, on voit que effectivement les particules tombent légèrement, ils suivent la gravité, et que c'est seulement au moment de la collision des deux éléments. Les particules, pour l'instant, on ne les voit pas, parce qu'on n'a rien fait pour qu'ils soient rendus, donc on va ajouter les petites choses qu'il faut, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres tutoriels. Maintenant, vous devriez avoir aussi l'habitude pour ça. Donc ici, je vais ajouter dans Objet Thinking Particle une géométrie de particules que vous trouverez dans Simulation Thinking Particle si vous êtes sur Cinema 4D 12, 13 ou 14. Donc géométrie de particules. Un clic droit dessus. Propriété R, rendu des cheveux. Voilà. Ensuite ici, j'ajoute dans les matériaux un matériau cheveux que je peux éditer. Alors on peut changer l'épaisseur, la spectralité, tout ça. Moi je retire tout pour le moment. Ici comme couleur du blanc, 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 blanc. Et je veux pas de dégradé, donc je retire le deuxième marqueur. Je l'ai mal fait. Voilà, tout blanc. Ce matériau cheveux, je le mets sur la géométrie de particules. On pourrait très bien utiliser ce pyrocluster ici. On n'est pas obligé d'utiliser le rendu cheveux. Mais bon, le rendu cheveux, c'est simple à utiliser, donc c'est quand même mieux. Et si je fais ça et qu'ici je fais entrer en contact les deux éléments, j'ai des particules, on va faire un petit rendu, on va voir ce que ça donne. On a effectivement des particules. La sphère ici est vraiment pas belle, parce que j'ai diminué forcément son nombre de segments. Si vous voulez que ça soit très précis, l'endroit où les particules sont émises, il faut beaucoup de segments. Et puis ensuite, si on veut que ça soit joli, il faut beaucoup de segments. Moi là, j'ai simplifié, donc je vais simplement mettre ma sphère dans un HyperNURBS. Donc j'ajoute un HyperNURBS et je mets ma sphère dedans. Ça ne joue pas en fait sur l'Expresso. Donc là, j'ai quand même quelque chose comme ça. On peut aussi ajouter ici un arrière-plan avec une texture sur l'arrière-plan. Texture, un simple dégradé suffit. Simple dégradé circulaire. Ici une couleur comme ça et une couleur plus foncée comme ça. Donc, et ça sur l'arrière-plan. Voilà. On peut aussi ajouter une texture sur le collisionneur. Voilà. Texture où je retire la spécularité, puis on va mettre par exemple de la lueur. Comme ça. On peut ajouter aussi une texture sur la sphère qui prend l'impact. Donc je vais mettre ça ici. Je vais retirer la spécularité, je vais mettre une couleur un petit peu plus sombre dans les bleus. Voilà. Et comme je l'ai expliqué dans le mini tutoriel Thinking Particle et le module R, le rendu R, on peut ajouter de la lumière avec des couleurs. Alors je peux très bien ajouter un éclairage de surface avec une couleur bien flashy. Voilà. Comme ça. Pour avoir des particules de couleur. Alors forcément, ici j'en ai mis une, on peut en mettre une deuxième, qu'on va mettre comme ça, on va la faire placer par là, on va changer sa couleur, comme ça, et voilà. Et là, on peut faire des choses bien, c'est-à-dire que là, on peut travailler, on peut rajouter d'autres éclairages, etc. Et là, quand on fait lecture, en fait, au moment où vos deux éléments vont entrer en contact, il y aura une émission de particules qui aura lieu à l'endroit où il y a le contact.
Voilà, si c'est en bas, l'émission de particules aura lieu en bas de la sphère. Voilà. Si c'est en haut, au contraire, l'émission de particules aura lieu en haut de la sphère. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors je vais mettre l'expresso, qui est assez dense, hein. Si je fais un zoom arrière, on peut voir voilà à quoi ressemble l'expresso. C'est surtout cette partie-là, la partie ces 5 nœuds-là, qui est très, très difficile à appréhender. Mais donc toute cette... je vais faire une capture d'écran donc de cet expresso et je le mettrai sur le blog. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre aussi en téléchargement sur le blog la scène complète, je pense. Peut-être un petit peu modifiée pour que ça soit bien. Mais je vais faire ça pour que, comme ça, ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui ont du mal ou qui ont un problème puissent recharger quand même la scène dans leur cinéma 4D et voir comment ça fonctionne, regarder l'expression un petit peu mieux, comment ça fonctionne. Et donc ces 5 nœuds-là, qui sont les plus complexes en fait dans l'expresso ici, c'est ceux qui permettent de convertir la normale du polygone en matrice globale qu'on peut utiliser en tant qu'alignement d'un péorage. Et donc c'est cette petite logique là qui est un petit peu dure à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs conversions qui se font et il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. C'est un petit peu plus compliqué. Mais donc on a vu ici, je récapitule un peu tout, on a vu ici donc le nœud collision qu'on avait déjà vu la semaine dernière, qui permet donc de gérer, de savoir quand il y a une collision entre deux éléments. On a vu qu'il pouvait sortir des informations comme l'indice du polygone où il y a eu la collision. On a vu le nœud polygone qui permet justement de récupérer ce polygone, d'indiquer à quel objet il appartient et le numéro du polygone en question. Que ce polygone nous permet d'obtenir sa normale et sa position dans la scène. On a revu l'objet neutre tout simple, on a vu le péorage qu'on a déjà vu dans plusieurs autres tutoriels et mini-tutoriels, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ici on a vu les nœuds Coffee, que l'on peut renommer ici en global point, global vecteur, parce que ça ce sont simplement des nœuds Coffee, hein. C'est-à-dire qu'ici, si je prends un nœud Coffee, j'ajoute à mon expresso, par défaut il ressemble à ça. Ici on peut mettre tous les peurs que l'on veut, hein. On peut rentrer du temps, du texte, des vecteurs, et pareil en sortie. Et quand on le sélectionne et qu'on va dans ses paramètres, alors je vais faire ça. Quand on le sélectionne et qu'on va dans ses paramètres, ici on a des paramètres qu'on peut modifier aussi. Par exemple, là le nom on peut changer. Si je veux appeler ça rang temps plan, on a un nœud rang temps plan. Ici on a le code source de cet expresso, de ce nœud expresso. Ces paramètres ici si on a besoin, et donc avec ce nœud là et avec du code Coffee on peut faire quasiment tout ce qu'on veut, tout ce qui manque dans Cinema 4D. Seulement il faut connaître la programmation Coffee. Et donc comme ici je ne vais pas vous faire un tutoriel sur la programmation Coffee parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore assez. Ça aurait été de la programmation Python, j'aurais pu faire un truc, mais là c'est du Coffee, c'est un peu plus compliqué, mes bases en C sont un peu plus loin. À noter que la version 12 de Cinema 4D, on peut avoir du Python si vous installez ce qu'il faut. Et les versions 13 et 14, le Python est déjà installé, c'est-à-dire que vous pouvez créer non plus des nœuds Coffee de programmation Coffee, mais aussi des nœuds Python qui permettent de faire avec du code Python, du code source Python. C'est un langage de programmation beaucoup plus simple que le Coffee et qui permet vraiment de faire beaucoup de choses et c'est carrément intégré à Cinema 4D, c'est vraiment génial. À noter aussi que ici le nœud Coffee n'est plus calculé, si je ne me trompe pas, dans les versions 12, 13, 14 de Cinema 4D, c'est dans une autre catégorie. Mais bon, c'est pas gênant. Donc, ces nœuds Coffee ici, on n'a pas tapé le code dedans, voilà le code. Vous pouvez les voir ici, il est assez simple. Donc quand on connaît le Coffee, forcément, quand on connaît pas, c'est du chinois. Hein. Donc on n'a pas eu besoin de les taper parce que ici, Maxon a tout prévu dans System Preset, dans Matrix. On a déjà des nœuds Coffee avec du code dedans.
Et donc on a utilisé ici global vecteur, global point, qui sont ici global point, global vecteur. Ensuite, on a vu le vecteur vers matrice qui permet de convertir un vecteur sans S, hein, c'est important, vers une matrice qui va contenir donc plusieurs informations. La matrice, on la convertit ensuite avec une matrice vers vecteur, avec un S cette fois, donc plusieurs vecteurs. Ces vecteurs, on voit aussi comment on peut les convertir avec un vecteur avec un S vers matrice. Donc on a vu quand même pas mal de nœuds et on a rattaché tout ça au l'émetteur et au pérorage. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.